Bonjour à tout le monde. Ça afflue dans le fond. On fait signe qu'il faut attaquer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Nova. Je travaille pour une petite structure qui s'appelle Near Future Laboratory. Une des raisons pour lesquelles j'étais invité ici, c'est pour parler de notre travail en lien avec les enjeux de conception, de user experience et notre approche qui est tournée non pas vers une démarche opérationnelle pour concevoir, imaginer des produits et des services actuels, mais plutôt essayer d'aider nos clients, les gens avec qui on travaille, à anticiper les usages des produits et services technologiques qui peuvent développer. Alors je vais faire ça, ce sera peut-être un peu plus léger que d'autres interventions. C'est la dernière de la journée, donc je pense qu'on peut excuser le côté un peu plus léger des types de projets que je vais montrer. Je m'excuse par avance, la plupart du matériel est en anglais. On est basé en Suisse, en Espagne et aux États-Unis. On travaille majoritairement en anglais, mais comme vous le voyez, je sais parler français. Donc je vais essayer de pas trop jargonner et d'utiliser plutôt des termes terre à terre pour expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on procède, et le faire à travers une succession de projets. Un de nos enjeux, c'est qu'on travaille avec des clients qui ne souhaitent pas forcément qu'on montre les projets qui sont réalisés avec eux. On doit signer des clauses de confidentialité assez strictes, mais du coup, on fait nos propres projets pour montrer évidemment à des clients potentiels, à des prospects, à des partenaires le type de travail qu'on fait, et c'est ça sur lequel je pourrais revenir. Donc juste pour dire deux mots du type de mission sur lequel on est amené à travailler, le type de sujet, de thèmes pour lesquels on est sollicité, en général, ça tourne autour de thèmes liés au numérique qui peuvent être plus ou moins liés au web, mais également à la façon dont le numérique aujourd'hui se diffuse dans toutes sortes de champs du quotidien, hein, comme vous pouvez voir avec cette liste de thèmes ici, hein, les systèmes d'autopartage, les projets autour de gestion de grosses masses de données, hein, notamment dans le domaine urbain, et puis la création de services publics ou de services privés liés à ces données, la robotique, les services géolocalisés, etc. etc. Donc ça, c'est souvent les points de départ, hein, sur lesquels on est sollicité, avec un certain nombre de questions de la part de nos clients, hein, qui tourne autour de, en gros, à partir de ce potentiel technique, hein, que vous avez en toile de fond, qu'est-ce que ça signifie demain, l'expérience utilisateur d'un citoyen dans une ville avec des services géolocalisés, avec ces grosses masses de données qui sont collectées, produites, et comment est-ce que ça change finalement l'expérience potentielle de ces clients à court terme. C'est pour ça qu'on s'appelle Near Future Laboratory, c'est qu'on s'intéresse à 3-5 ans, on va dire, des changements, des modifications dans les comportements, dans les pratiques, dans les usages, en particulier sous l'impulsion de changements technologiques. Les clients en question, hein, s'intéressent notamment à l'acceptabilité potentielle de certaines technologies, hein, quand on parle de véhicules autonomes, par exemple, ou de services d'autopartage qui pourraient tirer parti des données personnelles des individus. Ça pose des questions sur la vraisemblance ou la pertinence de ces services pour les usagers, mais également de se dire est-ce que tout ça est acceptable et éthique. Donc la question même, hein, de la pertinence plus sociale de ces technologies interroge nos clients, et puis de comprendre finalement pour eux comment est-ce que ça va changer leur manière de faire, leur processus de conception, et finalement les produits, la roadmap, on pourrait dire la feuille de route technologique qui pourrait être mise en place à moyen terme. Le type de clients pour lesquels on travaille sur ces missions sont très larges, hein. Ça peut être des petites PME, des gros groupes industriels ou des structures publiques. De plus en plus d'organisations publiques s'intéressent à ces questions également, hein. Ça peut être des municipalités, des États, et on les accompagne sur ces questions. Alors, c'est finalement, enfin, je pense pour beaucoup, c'est assez proche, hein, de questions d'expérience utilisateur. La nuance est peut-être justement de se projeter, non pas forcément dans un produit qui va sortir l'année prochaine, mais plutôt de
d'imaginer des produits qui pourraient sortir à 3-5 ans, leurs usages, et puis de revenir aujourd'hui à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller dans cette direction. Donc on touche finalement des gens enfin, à un niveau qui peut être soit de la R&D, soit les départements innovation, soit de stratégie, de marketing stratégique des clients avec qui on travaille. Et pour ça, c'est un peu le titre, je pense qu'il y a dans le programme, la démarche qu'on met en place qui nous intéresse. On utilise le terme de design fiction, on pourrait dire de fiction créative, fiction réaliste. La traduction en français est un peu brinque-ballante, hein, excusez-moi pour ça, et qui, pour nous, part de l'idée que, au lieu de concevoir un produit ou un service, demain ou à plus long terme, on va s'intéresser aux conséquences potentielles de ce produit ou de ce service et de représenter en faisant comme si ça existait déjà, comme si c'était déjà couramment utilisé, et puis de se servir de ce genre de matériaux dans des séries d'ateliers, de séances de travail avec nos clients pour revenir à aujourd'hui, de se dire mais si ça a lieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer aujourd'hui notre feuille de route technologique, notre feuille de route en termes de fonctionnalité sur un produit ou un service, etc., etc. Et pour faire ça, et c'est là où il y a un côté peut-être un peu plus léger, hein, comme je disais tout à l'heure. La manière de faire, c'est d'utiliser des objets finalement assez standards de la vie quotidienne. Hein. Ça peut être de faire des magazines fictionnels, des catalogues de produits qui n'existent pas, des manuels d'objets qui n'existent pas encore, et d'utiliser ça pour marquer finalement, montrer les usages possibles, le potentiel possible de ces technologies de manière beaucoup plus tangible, en reprenant finalement les codes, le langage de comment on exprime toutes ces fonctionnalités dans la vie courante. Alors, comme tout ça est un peu abstrait, je vais vous présenter quelques projets sur lesquels on a pu être amené à travailler dernièrement, qui sont parfois en partenariat avec soit des événements, soit autoproduits par nous-mêmes, soit avec des clients. Suivant les cas, hein, je peux pas montrer les projets qui débouchent ensuite sur des choses qui sont commercialisées pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure de clause de confidentialité. Mais on a suffisamment de matière comme ça à montrer nos propres projets ou de certains clients qui sont prêts à montrer le travail. Donc un premier projet qu'on a fait d'ailleurs en amont d'une conférence qui avait lieu à San Francisco, hein, organisée par IXDA, qui s'appelle Interaction, concernait un des enjeux aujourd'hui assez actuels, hein, qui concerne les voitures autonomes, hein, les véhicules autonomes, et se dire mais comment cet objet qui paraît un peu soit présent dans la science-fiction, soit aujourd'hui présent dans les discours de certaines sociétés technologiques et dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels, l'humain lambda qui pourrait l'utiliser, et qui nous a amené à adopter une démarche en 3 temps. Hein. La première, qui est souvent le cas, hein, dans notre approche, qui concerne avoir une enquête de terrain, hein, la démarche ethnographique, de comprendre les nouvelles habitudes, les rituels, les comportements, les nouvelles relations, les nouvelles manières de parler à propos de certains objets technologiques, et de comprendre qu'est-ce que c'est que la voiture aujourd'hui. Hein. Donc par exemple, de voir qu'aujourd'hui, ouvrir une voiture, ça se passe plutôt comme ça qu'avec une clé, à faire une enquête sur le terrain, à comprendre justement la relation avec les gens qui n'ont plus de véhicules et qui utilisent un smartphone comme une forme de télécommande pour accéder à l'autopartage, au covoiturage, à regarder toute la littérature qui existe, hein, sur ces sujets, sur le véhicule autonome. Donc là, il y a un côté un peu plus sérieux, évidemment, de comprendre comment, dans les objets type véhicule autonome, ça a été approprié, quels ont été les problèmes, les frictions, d'enquêter aujourd'hui sur le terrain et de voir qu'est-ce que c'est que les endroits dans lesquels il y a des véhicules autonomes, hein, de regarder la signalétique. Là, c'est à Lausanne, hein, sur le campus de l'école polytechnique fédérale, dans lequel il y avait un véhicule autonome, et dans lequel une question qui est arrivée, c'est celle de comment on rend les gens conscients sur le campus qu'il y a un truc qui se balade comme ça et auquel il faut faire attention. Donc voilà, première phase on va dire de collecte de situations, de références, de situations proches de ce que peuvent être tous ces changements qui ont lieu dans le domaine de la mobilité. Et à partir de là, d'en tirer assez rapidement un ensemble
de formes de spéculation, de se dire si on a tel ou tel changement qu'on a remarqué dans les pratiques des usagers, dans le potentiel technologique, qu'est-ce que ça donne? Et de le représenter assez rapidement sous des formes assez basiques, quoi, de faire des fausses coupures de presse sur qu'est-ce qui se passe quand Airbnb pourrait sortir du domaine du domicile, la location de biens et servir à la mobilité. Qu'est-ce que ça signifie en termes de nouvelles collaborations entre des acteurs qui a priori n'étaient pas du tout dans ces domaines et pourraient s'y mettre, hein, si Skype commençait à faire un partenariat avec une société qui fait des véhicules pour passer le temps, c'est peut-être quand on n'a plus à conduire, il faut peut-être l'utiliser pour travailler et du coup la visioconférence fait sens. D'imaginer aussi qu'est-ce qui se passe quand on s'embête dans un véhicule autonome et qu'on n'a plus à conduire et qu'il pourrait y avoir des formes d'expérience en réalité augmentée qui ont lieu. Donc de produire assez rapidement toutes sortes d'un espèce de matériau comme ça qui est évidemment très léger et ironique, hein, comme si... d'anticiper les problèmes de la voiture autonome, hein, avec Justin Bieber qui s'est endormi dans son véhicule et puis il s'est crashé dans un canyon à Los Angeles. Voilà, il y a un côté amusant à faire ça, mais qui est plus... qui a plus pour vocation en fait de tirer parti la première étape et de matérialiser ces changements de façon un peu inspirante dans une série d'ateliers avec à la fois des designers, des développeurs qui pourraient être partie prenante de la conception finalement de véhicules autonomes demain pour arriver justement à se représenter qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur de l'humain lambda dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un peu on pourrait dire la toile de fond dans laquelle on s'immerge en atelier. Et ensuite, l'idée est d'utiliser cette matière pour créer un objet, donc de design fiction dont je parlais tout à l'heure, qui sert à matérialiser ce que c'est que l'expérience utilisateur d'un véhicule autonome. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, ça paraît quelque chose d'un peu abstrait, qu'on voit sous la forme de vidéos, alors parfois plus ou moins amusantes et plus ou moins étranges, mais si on devait aujourd'hui commercialiser ce genre de dispositif, ou si on peut le faire, hein, parce que c'est déjà le cas, il faut se poser toutes sortes de questions, et notamment toutes sortes de problèmes d'ordre juridique, d'ordre d'interface, de design d'interaction, qu'on a choisi dans cet atelier à Interaction à San Francisco, de matérialiser par créer ensemble un manuel en fait assez basique d'un véhicule autonome. Alors vous me direz, le manuel, c'est quelque chose qui est un peu dépassé, qui n'existe plus, mais qui existe encore. Hein, quand vous achetez un smartphone, il y a ces petits... ça s'appelle des Quick Start Guides, donc ces petits guides rapides dans lesquels il y a une dizaine de pages, et qui nous semblaient intéressants, non pas pour dire dans le futur il y aura des manuels comme ça, mais plutôt de se dire ça c'est un format intéressant pour discuter, pour rentrer dans le détail, pour comprendre, pour scénariser ce que c'est que l'interaction avec un véhicule autonome. Et chaque groupe dans le workshop, nourri de tout le matériel que j'ai présenté avant, a travaillé sur les pages d'un petit manuel qui se présente de cette manière, dans lequel évidemment c'est de l'extrapolation. C'est pas du tout une prédiction de se dire Amazon va faire des véhicules autonomes, mais plutôt de se poser la question de si Amazon faisait un véhicule autonome, sous quelle forme ça se ferait, quels seraient les enjeux. Et donc chaque page en fait sert à décrire les enjeux principaux. Par exemple, une question toute simple qui ressort à la fois de nos entretiens avec les usagers de véhicules autonomes sur les projets pilotes et sur le terrain, c'est comment on retrouve son véhicule quand il est un peu n'importe où, qu'on l'a prêté à Uber ou je ne sais pas trop quoi, quels sont les enjeux de sécurité, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle à un moment donné parce qu'on n'a pas confiance dans le véhicule. Et du coup, chaque page en fait sert à cartographier, c'est une sorte de scénario d'expérience utilisateur d'un objet qui est plus ou moins finalisé et qui nous sert, après coup, une fois qu'il est produit, à réaliser des ateliers ou des focus groups avec des usagers, des utilisateurs potentiels, les parties prenantes d'un projet. On a travaillé avec différents acteurs dans le monde de l'automobile, qui cherche justement à se représenter qu'est-ce que ça signifie que cet objet qui apparaît séduisant à première vue, mais quand on regarde le détail de beaucoup des enjeux d'expérience utilisateur, sont un peu problématiques et nécessitent d'être pris en compte pour repenser le véhicule comme service, l'interface du véhicule, l'interface sur le smartphone ou sur l'ordi pour pouvoir y avoir accès, etc., etc.
Second exemple, et ça c'est un projet qu'on a fait nous-mêmes, et qui est un peu plus de l'ordre de l'inspiration qu'un projet commercial, mais qui a ensuite débouché sur des projets similaires, qui partait de l'idée, c'était en 2012, de se demander comment, avec les tendances actuelles, hein, technologiques, de présence de drones, d'intelligence artificielle, d'impression 3D, d'Internet des objets, comment toutes ces technologies vont avoir une incidence sur la plupart des objets qu'on utilise au quotidien. C'est déjà le cas, mais si on pousse un peu la logique plus à bout, qu'est-ce que ça signifie? Et on a fait un partenariat avec la fondation Henry Ford. Hein. Henry Ford, le fondateur de Ford, hein, était un fou, un collectionneur d'objets manufacturés, et même s'il est mort, il y a toujours une fondation qui s'occupe de, comme ça, mettre de côté toutes sortes d'objets du monde industriel et autres. Et on a fait un partenariat avec eux pour se dire, si on visite leur collection et qu'on part des objets qui sont présents, hein, il y a des choses vraiment, pardon, il y a des choses très basiques, hein, comme tous les bacs de lessive américains. Pour les fans de McDonald's, il y a tous les objets Happy Meals, tous les jouets de McDonald's depuis le début. Si vous voulez faire une recherche là-dessus, ou si vous êtes un fan, c'est fascinant. Et nous, l'idée était plutôt de réunir, alors, écrivains de science-fiction, designers, artistes, développeurs, explorer cette collection, et ensuite se dire, mais à partir de ce qu'on a vu là-dedans, de l'évolution des objets du monde actuel, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on va avoir en gros. L'idée n'est pas de faire une prédiction, mais plutôt d'essayer d'anticiper des types d'objets qui pourraient être pertinents ou complètement absurdes. Et pour ça, on a choisi un format, justement, pour se projeter, un format de design fiction, qui est celui des catalogues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les SkyMall catalogues. Hein, quand on prend l'avion en Amérique du Nord, c'est souvent des catalogues de gadgets qui sont glissés dans les sièges, avec toutes sortes de trucs complètement absurdes et inutiles. Et nous, on se dit, ça, c'est intéressant de se dire, mais si on imaginait le catalogue SkyMall dans 3 ans, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Donc de faire ça avec des gens qui ont un profil assez varié, de partir des collections. À Détroit, il y a une ville dans laquelle il y a plein de dollar stores, donc des magasins d'objets, on pourrait dire ici à 1 euro, 2 euros, et de regarder tous ces objets, tous ces gadgets, de se dire mais qu'est-ce qu'on aurait demain? Et donc de faire ça en 2-3 jours, de produire ensemble à travers différentes phase comme ça d'idéation, le matériel assez rapidement, de le prototyper, et puis d'arriver finalement à un véritable catalogue qu'on a ensuite commercialisé, hein, sur notre site, dans lequel on trouve toutes sortes de trucs. Alors graphiquement, évidemment, c'est moche parce que SkyMall Catalogue, c'est pas forcément l'esthétique la plus léchée. Il y a des objets anciens, comme une vieille machine à écrire Olivetti, parce que dans le futur, évidemment, les objets vintage ont du sens. Et puis, l'idée derrière, en choisissant cette espèce de format un peu banal, hein, du catalogue, c'est de se dire, mais si on veut décrire les objets de demain, le format type catalogue, d'avoir une description, un prix, des dimensions, des photos même moches, c'est une manière en fait de créer une discussion, un débat sur le potentiel de ces objets. C'est assez amusant, dedans il y a des choses comme... on a mis des choses comme le drone qui permet de promener son chien à l'époque, et puis on ne pensait pas que ça existerait, mais il y a 1 ou 2 ans, j'ai vu des projets de ce genre qui existent vraiment. Nous, notre objectif, comme je disais, c'était pas du tout de prédire le futur. On n'est pas dans ce genre de choses. On est plutôt dans essayer d'anticiper en tirant un peu, en extrapolant à partir de tendances technologiques et de comportements actuels, pour se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement l'expérience utilisateur avec un monde d'objets connectés. Et de le faire avec cette espèce de vocabulaire, de langage à la fois visuel, textuel, qui permet de préciser, quand on fait après des focus group avec des utilisateurs potentiels de ces technologies, si on leur parle d'Internet des objets, c'est très difficile pour eux de se représenter ce que ça signifie. Là-dedans, il y a des choses, alors, parfois ironiques, parfois plus positives, qui permettent de créer une discussion et un débat sur le potentiel des algorithmes à générer, je sais pas, des livres, des formes culturelles, la présence des drones dans l'espace quotidien pour des fonctions utilitaristes, etc., etc. Et c'est à partir de là, donc là, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, avec un côté évidemment, il y a un côté ironique et amusant là derrière.
Mais ensuite, on a fait un projet similaire avec différents types de clients, comme l'Agence spatiale européenne ou IKEA, en utilisant le même format, hein, de faire travailler les équipes, alors ça peut être des designers, des développeurs, des gens du marketing, au lieu de scénariser les spécifications ou penser aux utilisateurs potentiels, aux personas qu'ils aimeraient atteindre, on est allé à la fin, on leur a fait faire ce genre d'exercice, et ensuite on est revenu sur, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie dans le choix de développement de scénarios technologiques ou de fonctionnalités, donner des priorités à certaines fonctionnalités qui pourraient donner dans certains objets, produits et services. Autre exemple de travail avec un client, le musée du football à Manchester, ça se présente comme ça, donc, ville de football, Manchester, qui s'intéresse au sport, à travers différents biais, différents médias, et eux se posaient la question de qu'est-ce que c'est que le sport aujourd'hui et la manière de raconter le sport et le journalisme sportif dans un monde dans lequel il y a des capteurs, il y a de la collecte de données, il y a de la visualisation de données, et à organiser une exposition en fait sur Big Data et sport, dans lequel on a produit avec différents partenaires un journal, un supplément du Manchester Evening, dans lequel, en fait, il est daté de 2018, et l'idée est de montrer, de matérialiser. Alors aujourd'hui, ça fait des visualisations un peu datées en termes de langage visuel, évidemment, mais d'essayer d'anticiper comment ça change le journalisme sportif, la manière de rapporter des matchs, les statistiques, la présence de capteurs sur le corps, des nouveaux enjeux, des nouvelles frictions entre le sport et la technologie, et de le faire de manière qui soit lisible, compréhensible, pour à la fois le public du musée et puis également les gens qui vont au match. Alors, il y a aussi là, des choses qui peuvent être de l'ordre de l'ironie et puis évidemment de l'absurde, mais qui sont là pour marquer en fait des petites extrapolations à partir de tendances existantes, d'enjeux existants qu'on a notés dans la préparation du projet. Et puis ce qu'il y a de bien quand on a un journal comme ça qui est inséré dans le Manchester Evening et qu'il est distribué à des milliers d'exemplaires, c'est que le grand public tombe dessus. Hein, vous avez ces ouvriers qui lisent ça, qui ne comprennent pas bien pourquoi tel joueur qui était dans leur équipe est parti dans une autre équipe. Donc ils voient que la date est dans un futur proche, voient ensuite qu'il y a des visualisations, des données, des statistiques un peu différentes de la manière dont c'est présenté habituellement. Et quand on est à côté d'eux et qu'on échange avec eux, on comprend soit leur réticence, soit leur intérêt, soit leur envie par rapport à ces changements. Et pour le musée, ce genre de travail est fait pour créer une forme de dialogue, de compréhension mutuelle sur comment les technologies ont une influence sur les enjeux qui les concernent, et de créer une forme aussi de médiation, d'essayer pas de vulgariser, mais on pourrait dire plutôt de faire comprendre des changements en cours, et puis aussi de saisir en fait la pertinence de ces changements ou les réticences des gens qui sont concernés par ce genre de choses. Alors, dans la plupart des exemples que je montre, il y a un trait commun, c'est d'utiliser des objets très basiques, des catalogues, des petits manuels, des objets en papier, ce qui peut paraître un peu absurde à l'heure du numérique, mais qui, pour nous, est intéressant parce que c'est aussi une manière de sortir un peu des écrans ces questions. Et puis, il y a une vertu à avoir ces objets de manière physique, on peut les contempler à plusieurs, on peut échanger dessus. Et quand on utilise ça dans des ateliers ensuite, de prototypage ou de design de service, c'est facile à produire, on peut les réutiliser, on peut écrire dessus, donc il y a toute une qualité de l'objet qui est aussi simple à créer ensemble, qui fait que on gagne du temps, et puis il y a une efficacité dans la manière dont ça crée des formes de débat et de discussion. Alors, la manière dont on procède pour aller là-dedans, elle est multiple, il y a différents types d'approches, vous l'avez un peu compris à travers les exemples que j'ai montrés, mais ce qui nous intéresse, c'est, il y a évidemment le thème général et la technologie que le client nous soumet, mais on essaie toujours de faire un pas de côté et de nous dire, mais
c'est pas juste une question technologique. L'Internet des objets, les véhicules autonomes, le fait de combiner la géolocalisation, des caméras de surveillance et puis des capteurs thermiques, c'est des choses qui sont un peu arides, sèches et un peu froides comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre du point de vue des usagers, des gens qui pourraient avoir à utiliser ces technologies, ce que ça peut vouloir dire. Du coup, et c'est là où il y a un côté un peu plus proche des sciences sociales, de l'ethnographie, de la sociologie ou de l'anthropologie, de comprendre comment les gens parlent de ces objets, quelles sont leurs pratiques, comment ces objets sont détournés, peut-être par certaines petites communautés de gens, de comprendre quelles en sont leurs motivations, leurs comportements. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces choses-là, mais le début des projets, c'est souvent de comprendre, non pas juste comment fonctionne la technologie, mais plutôt comment elle fait écho à des besoins, des intérêts, des motivations, des désintérêts, des craintes, des manières de détourner, de transformer les objets, et ensuite d'utiliser ça pour scénariser des scénarios possibles et en les mettant en forme avec les objets que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, un autre exemple, et là c'est un exemple que j'ai fait avec des étudiants dans le cadre d'un projet avec une école de design où j'enseigne à Genève, qui s'appelle la Haute École d'Art et Design, pour expliquer toute la démarche sur le selfie, le selfie avec des gens qui font ce genre de choses, et qui nous intéressait comme pratique aujourd'hui non pas juste de narcissisme personnel, mais de dire si ça existe aujourd'hui, et qu'on a des technologies comme Siri, des technologies de reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça signifie dans l'évolution demain de pratiques comme le selfie, l'ego portrait, on doit dire en français, avec un téléphone mobile. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui est plus léger, qu'on peut faire avec des étudiants, mais qui sert à montrer le type de démarche qu'on peut appliquer ensuite de manière plus sérieuse. Et là, dans ce contexte, je vais vous montrer l'exemple, on a fait un petit film, en fait, qui essaie de se projeter justement sur qu'est-ce que c'est que le selfie demain. Thank you for choosing the selfie mode. You made the right choice. Please place the camera in front of your human face. Please smile. You don't look joyful. Please look like your life were fantastic. Please turn your face 15 degrees to the left. Keep straight. Please keep your back straight. Please smile. You have to work for those likes. Please tilt your face to the right at a 5.5 degree angle from the vertical axis. Try again. Tilt your face to the right at a 5.5 degree, please. Now, turn your shoulders in the opposite direction. Very good, you're a natural. Raise your arm up to 45 degrees from the horizontal plane towards the sky. You're a female, place your left hand on your left hip. If you're not female, ignore this instruction and blow your chest out. Stand on the tip of your toes. Don't forget to smile. Please check your background. Translocate the non-identified object on the bottom left. Very good. Please be still. Congratulations, you made a perfect selfie. You are now allowed and kindly requested to upload it. Thank you for choosing the selfie mode. You made the right choice.
Bon, évidemment, il y a un côté léger, et puis on fait pas ce genre de choses pour des clients, mais c'est plus pour montrer enfin, le sens de la démarche et de tirer un peu, enfin, d'essayer de représenter une expérience utilisateur demain avec des formes évidemment d'ironie qui mettent le doigt là où ça fait mal pour essayer d'éviter et d'anticiper ces problèmes. Juste quelques mots sur les choix hein, qui sont là-dedans. Toute une partie de l'étude utilisateur sur les pratiques de selfie ont amené les gens, les étudiantes avec qui j'ai travaillé à faire des entretiens avec des gens qui font des selfies. Puis il y avait vraiment des personnes qui expliquaient l'importance de l'angle, de la posture, du type de lumière, qu'aller dans des toilettes c'était le parfait endroit parce qu'il y a une lumière de telle qualité. Enfin, le côté un peu délirant là, de ce que dit la machine, ça existe déjà. C'est pas quelque chose qui est on va dire, démocratiquement répandu, on ne fait pas tous ça, enfin peut-être vous, mais moi non, mais qui existe. Et donc ce qu'on fait, c'est juste de se dire, mais si avec une technologie de reconnaissance faciale, on peut déjà faire des suggestions, vous avez déjà des apps hein, qui peuvent faire ce genre de choses. Si on combine ça à un assistant vocal, ça peut donner ce genre de choses. Hein, pour tous ceux qui interagissent avec Siri, Cortana ou autres, il y a quand même, même si ça marche sur certaines commandes, c'est pas toujours fantastique. Donc il faut s'adapter et puis le type de discours hein, de ce genre. Et voilà. Et donc une manière de montrer d'une part une forme d'absurdité, mais en même temps et travailler sur qu'est-ce que ça signifie d'avoir un objet qui nous donne des ordres, un objet qui nous rend attentifs à ce qu'on est, comment est-ce qu'on peut être si on veut faire un beau selfie. Et donc là, c'est moins important, la dimension le selfie est moins importante que travailler sur la reconnaissance faciale. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Logitech, hein, qui s'intéressait aux questions, en collaboration entre l'école d'art et design et Logitech, hein, ma société, qui s'intéresse aussi à explorer les enjeux, les problèmes, les limites des caméras, de la reconnaissance faciale, des formes de conseils que peuvent donner des programmes de ce genre. Donc là derrière, hein, le côté qui est peut-être un peu léger, c'est à la fois le choix des formats hein, dont j'ai parlé, petites vidéos, faire des manuels de produits qui n'existent pas, des entrées dans un catalogue, etc. etc. On a plein d'autres formats hein, qu'on s'amusait à se dire, mais si on devait faire des formats pour tous les types de projets qu'on faisait, qu'on pourrait commercialiser, on a fait une liste hein, sur le site d'un centre d'art et de design qui est aux États-Unis. Alors c'est plus aussi pour... il y a un côté un peu plus amusant là derrière, mais c'est de se dire, à chaque fois qu'on a un projet et qu'on veut essayer de représenter demain l'expérience utilisateur de tel ou tel produit, service technologique, il y a tout un répertoire, toute une gamme de modes de représentation qui peuvent parler au grand public, qui peuvent parler aux usagers, qui peuvent parler aux parties prenantes d'un projet et qui peuvent se représenter non pas avec nos outils habituels hein, qu'on utilise tout le temps, mais avec ce genre de choses et qui ne coûtent pas forcément beaucoup à faire, hein, les prix sont fictifs là-dessus, mais qui servent à nous à essayer de sortir un peu d'une vision qui peut parfois être très, en tout cas avec les clients avec qui on travaille, très technocentré, pour plutôt se mettre à la place des gens, des usagers, des consommateurs, des clients, et se demander comment ça rejaillit chez eux ces technologies. Le deuxième point qui est important, et je le montre avec cette vidéo de Minority Report, c'est... je commenterai après. Mais je ne sais pas si vous avez en tête cette séquence. Hein. Voilà. Dans Minority Report, il y a une séquence qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est celle dans laquelle le scientologue à l'écran gesticule devant un mur interactif. Mais il y a une autre séquence moi, qui m'a beaucoup plus marqué avec mes collègues, qui est ici, quand il est en train d'essayer de travailler, puis il y a cette espèce de réalité mixte, là, ou de réalité augmentée, on ne sait pas trop, ou d'hologramme, on ne sait pas vraiment, qui l'énerve sur sa boîte de céréales, puis il l'envoie à l'autre bout de la pièce. Et ça, il y a un côté fascinant là derrière, hein, du point de vue du design, du point de vue de la conception, de se dire, mais les producteurs de Minority Report, ils n'ont pas juste créé des objets mythiques comme le mur interactif, ils ont aussi montré des séquences dans lesquelles il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui bug, et qui sont pour nous une manière, en fait, à la fois de faire le lien avec la science-fiction,
Parce qu'une bonne histoire de science-fiction, c'est pas de prédire l'automobile, mais c'est d'anticiper l'embouteillage. Donc le premier point qui nous intéresse à travers ces petits formats de design fiction, c'est d'anticiper des enjeux, des problèmes, des frictions entre la technique, l'humain, des enjeux d'expérience utilisateur qu'on n'aurait pas anticipé à première vue, de les montrer, parce que quand on les montre, on s'en rend compte, et du coup, on veut essayer de les éviter, hein, même avec des projets, avec des clients. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point qui je trouve intéressant par rapport à cette séquence, c'est que dans les films de science-fiction, il y a souvent une vision très héroïque, en fait, des personnages. Hein. Tom Cruise qui gesticule devant son écran interactif. Il faut savoir qu'il devait faire des pauses au moins de 2 heures durant les prises qui duraient une demi-heure parce qu'il était tellement fatigué avec l'interface gestuelle. Là, on voit un peu l'envers du décor, de montrer que interagir avec la technologie, c'est pas toujours héroïque, qu'il y a plein de choses pénibles, difficiles, et que souvent, en tout cas nous, notre expérience avec les clients avec lesquels on travaille, c'est pas forcément facile d'ouvrir la discussion sur tous ces enjeux, ces problèmes, ces frictions, ces sortes d'échecs qu'il faut absolument anticiper, parce que il vaut mieux les anticiper avant pour les modifier que sortir un produit dans lequel il y a des choses catastrophiques qui ensuite font râler sur les réseaux sociaux ou qui font que le produit n'est jamais utilisé. Donc une grande partie, nous, de notre travail, c'est non pas d'aider à concevoir aujourd'hui, mais plutôt d'essayer d'anticiper des erreurs, des problèmes sur certaines de ces technologies en représentant ces scénarios, en représentant parfois des choses qui ne marchent pas, ce qui est quand même assez difficile d'expliquer à un client. On va travailler avec votre produit et on va le faire évoluer, on va vous montrer pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pas toujours très satisfaisant et très vendeur, croyez-moi. Mais ça intéresse quand même un certain nombre de personnes avec qui on travaille, qui comprennent bien que c'est une manière de revenir aujourd'hui et puis d'essayer d'anticiper, de faire évoluer des produits actuels. Donc au fond, la conclusion de tout ça, nous, ce qu'on essaie de mettre en place à travers ces démarches, c'est une espèce de planification, d'essayer d'anticiper, d'imaginer des scénarios qui sont très focalisés sur des choses hyper banales, le quotidien, vraiment la banalité la plus basique de comment les technologies vont être reçues chez les usagers. Hein, de faire ça sous la forme d'un manuel, d'un catalogue, d'un extrait de journal, de petites vidéos, en montrant en plus des trucs qui ne marchent pas, c'est vraiment pour objectif de montrer comment ces choses-là rentrent ou non dans la vie des gens, rentrent bien ou mal dans la vie des gens, pour revenir ensuite sur, on pourrait dire, la conception, là, de manière beaucoup plus opérationnelle, sur des services, des produits technologiques, et voir ce qu'il faut éviter, voir quelles sont les fonctionnalités à mettre en place, des enjeux d'interface, etc., etc. Et là derrière, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de créer un peu les conséquences, les symptômes d'un changement technologique qui sont souvent ça c'est aussi une expérience avec les clients, qui sont des choses qu'on ne veut pas forcément discuter dans le détail. Hein, de dire le véhicule autonome c'est génial, ça va résoudre des problèmes de circulation. Oui, mais alors si on rentre dans le détail de je sais pas, la voirie, parce que c'est des projets sur lesquels on a pu travailler aussi, sur les enjeux d'interface, comment on la pilote, quels sont les risques, etc. etc. Il faut absolument anticiper les conséquences qui sont beaucoup plus compliquées que, je sais pas, juste de faire un jeu géolocalisé, hein, un genre de projet sur lequel on pouvait travailler, nous, il y a 4-5 ans. Et on voit ce genre de démarche comme une forme d'outil pour la recherche utilisateur, en montrant, dans le contexte d'ateliers avec des usagers, je parlais de focus group tout à l'heure, de confronter en fait soit le grand public, soit des utilisateurs potentiels, soit des clients ciblés, leur montrer ces choses-là et les faire débattre, discourir. On n'a pas un prototype forcément de ces objets qui est manipulable, mais c'est une manière déjà de créer une forme de débat pour anticiper des questions, de problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également arriver à évaluer la désirabilité de certaines fonctionnalités, la répulsivité que certaines technologies peuvent amener, et de comprendre, en fait, à partir de là, qu'il y a certaines voies qui sont à privilégier, et puis d'autres qui sont peut-être à exclure, en tout cas à court terme. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour 8 minutes pour des questions. Puis je crois qu'il y a un micro qui se balade si jamais.
Bonjour et merci. Vous Bonjour. avez parlé du catalogue que vous avez créé. Quels sont les objets qui ont sollicité le plus d'enthousiasme, justement, de personnes qui ont vu ces catalogues? Ça dépend des endroits où on a montré ça en fait, parce que comme on l'a fait, c'est un projet qu'on a fait d'abord en Amérique du Nord, puis c'était surtout là-bas qu'on a le matériel. Il y avait une excitation énorme autour de tout ce qui concernait les drones et l'intelligence artificielle, hein. C'était en 2012, hein, 2012-2013. Donc c'était ce genre de choses. En Europe, c'est amusant, c'était moins ça qu'il y a des choses autour de, et c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais du lien avec la culture. Il y a toute une partie dans le catalogue dans lequel on voit des livres génératifs, donc comment on pourrait créer des livres automatiquement à partir de... si vous voulez qu'il y ait des vampires, c'est 5 $, en plus qu'il y ait un dragon, ça va être 2 $, et puis ça vous génère un livre, ce qui techniquement n'est pas très difficile à faire, hein. Donc ça c'est des choses qui suscitaient des réactions plutôt de dépit, hein, en Europe. Et alors que les questions d'intelligence artificielle et de drones aux US, à l'époque où on le sortait, étaient un peu plus ressenties comme problématiques. Mais hormis ça, sur ce catalogue-là, j'ai pas de grande généralité comme ça à vous offrir. Ce qu'on a fait, c'est utiliser ça après, dans le contexte d'atelier. Justement, je parlais d'IKEA ou de l'Agence spatiale européenne, pour montrer plus la démarche elle-même et le faire à partir de leur propre technologie, leurs propres produits. Et là, on a pu plus évidemment débattre avec des usagers potentiels de ce qui pouvait poser problème. Avec l'Agence spatiale européenne, c'était particulièrement les technologies de surveillance et puis des caméras ou des systèmes géostationnaires qui peuvent surveiller ce qui se passe sur la planète. Et ça effrayait pas mal de monde. Merci. Et en bas. Mais bon, l'enjeu n'est pas juste d'évaluer si ça effraie ou pas les gens. Enfin, c'est évidemment de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il faudrait modifier, qu'est-ce qu'il faudrait changer, soit pour se poser la question de l'acceptabilité, soit pour modifier finalement la technologie elle-même avec des garde-fous. Et ça, c'est rentrer dans le détail. Ça se fait justement avec des formes de débat beaucoup plus précis que juste avoir un avis positif ou négatif sur ces questions. Oui. Je voulais revenir sur le journal sportif que vous avez créé. Oui. Déjà, moi, je trouve l'idée hyper intéressante de partir de ce vecteur très très populaire pour arriver à tester des contenus. La question que je me pose, par contre, c'est malgré le fait que la forme soit très simple, le contenu est quand même très poussé, très complexe. Si on veut faire en sorte qu'il soit un tantinet réaliste, comment est-ce que vous vous êtes organisé, qui vous a entouré pour arriver à arriver vers un niveau de finition qui puisse être le plus réaliste possible et pouvoir en recueillir des informations en retour concrètes. Alors, avant de répondre à la question, il y a un point qui est intéressant, c'est dans tout ce que je présente, il faut qu'il y ait un certain degré de plausibilité, que ce soit pas n'importe quoi. Parce que si on fait un projet, je me rappelle d'un atelier avec un constructeur automobile sur le futur de l'automobile, puis des gens parlaient de téléportation, ça nous intéresse vraiment pas, quoi. C'est plutôt d'essayer de rester à une plausibilité à la fois technologique, et puis également de l'ordre des pratiques, des comportements. Et là, dans ce cadre-là, c'est assez simple, c'est finalement de s'entourer avec des experts du domaine, qui sont des consultants sportifs, qui travaillent déjà sur ces questions, parce que, je veux dire, la statistique dans le monde du sport, ça existe depuis très longtemps. Alors, peut-être dans le monde européen ou francophone, c'est moins poussé que dans le monde anglo, mais c'est en train d'évoluer. Donc, on avait un consultant anglais et français qui étaient vraiment des experts de ces domaines sportifs, qui travaillent déjà sur ces questions. Le fait de travailler avec le musée du football, il y a toute une matière aussi qui est disponible, et puis de faire des ateliers. Ce que je montre que partiellement, c'est que pour produire ces choses-là, il y a différentes parties prenantes qui participent et puis qui donnent leur avis, qui vont aussi jauger de la plausibilité, de l'intérêt de certains changements. Alors, naturellement, il y a des choses qui sont on est obligé de faire des changements, par exemple les changements de joueurs ou le fait de mettre que, je sais pas, des parties pourraient être simulées, mais c'est aussi pour provoquer. Donc, suivant les pages, suivant les endroits, il y a différentes formes de provocation qui sont présentes, mais qui sont toujours ancrées sur des propos existants, des pratiques existantes, qui, pour une grande partie, soit nous sont rapportés, soit on doit mettre en place cette phase de compréhension de terrain, de rentrer dans la culture
du projet qui est concerné, et là, justement, en s'entourant d'une bonne manière pour pas qu'on nourrit au nez ensuite. Alors, s'il y a des joueurs qui ont changé d'équipe, là, ça peut faire rigoler, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que la plausibilité technique et de changement soit, en tout cas, bien évaluée par les experts avec lesquels on s'est entouré. Et du point de vue aussi, un peu, cette démarche prospective et d'anticipation, on sait globalement qu'avec les technologies, enfin, toute techno qui va avoir un impact dans les 10 ans qui viennent, elle existe déjà depuis 10-15 ans. C'est quelque chose qui est pas une loi, mais qui est une forme un peu assez connue. Du coup, il s'agit de repérer, d'identifier déjà on appelle ça des signaux faibles, des endroits où il y a déjà ces changements qui existent, mais ils sont peut-être moins connus, donc, et de les reproduire en changeant justement quelques paramètres. Merci.